bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver sur les rendez-vous de Vous Kiné. Ça faisait longtemps. Hélas, c'est le confinement qui nous rassemble, c'est malin. Alors ce matin, on est ravis de recevoir 4 pointures. Hein. Alors ils veulent pas dire de renom, etc. Bon, c'est pas grave. Leur humilité leur rend grâce, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, on va parler de chirurgie du genou. On est ravis de vous retrouver toutes et tous. N'hésitez pas sur le côté à poser vos questions. On va en parler tout à l'heure. Et en préambule, si vous n'êtes pas connecté sur Google Chrome, ça risque de moins bien fonctionner. Et essayez de vous mettre plutôt en connexion filaire pour avoir une meilleure connexion. Voilà, une meilleure bande passante. Bernard, tu fais les présentations ? Oui, donc on accueille effectivement 4 chirurgiens qui viennent de toute la France. Et donc, ils vont nous expliquer en fait pourquoi ils ont choisi tel ou tel type de technique et puis surtout pour nous, les implications qui en découlent en termes de rééducation. Donc, bonjour messieurs, c'est super d'être présent avec nous. Thibaut, tu vas nous faire la présentation rapide de tes collègues. Et puis ensuite, chaque chir aura une présentation d'à peu près 8 minutes. On posera 1 ou 2 questions entre chaque intervention et puis à la fin de toutes vos interventions, on pourra discuter tous ensemble. Donc, c'est Fred et moi qui vous poserons les questions afin que ça soit pas le bordel dans la présentation. Pour être clair. Pour être clair. Allez Thibaut, je te laisse nous présenter tes chers collègues. Merci Fred, merci Bernard et puis merci à tous les participants. Et donc mes 3 collègues, c'est surtout 3 amis qui, au-delà d'être compétents, sont des gens qui sont abordables, qui aiment bosser en multidisciplinaire. Donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Ce sera tout l'intérêt de la session de ce matin. Vous avez Alexandre Hardy qui travaille à la clinique du sport de Paris. Fais un petit geste. Qui est en polo blanc, et Jérémy Cognot qui a un col V à la clinique du Parc de Lyon, et Mathieu Sanchez avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien à la Polyclinique Bordeaux-Nord. Donc voilà, on est franchement tous les 4 là pour exposer différentes greffes de la ligamentoplastie antérieure du genou, mais surtout pour répondre à votre question et faire quelque chose d'interactif. Donc ça sera Alexandre qui va commencer sur la greffe aux ischio-jambiers. Ensuite Mathieu qui parlera du ligament patellaire, Kenneth Jones. Et puis Jérémy Cognot avec le tendon du quadriceps, une greffe qui revient à la mode, il en parlera mieux que moi. Donc Alexandre, je te laisse commencer. Attends, d'abord, c'est qui le meilleur? Non, non mais t'as raison Fred, c'est très important. C'est ça. Il y a aucun chirurgien meilleur, il y a juste des gens qui essaient de bien prendre en charge leurs patients. Et puis quelle que soit la région où vous êtes, il y a sûrement des chirurgiens qui sont abordables, qui ont envie de bosser avec vous et tout. Donc n'hésitez pas à aller toquer aux portes. Je suis sûr que vous serez bien reçus à chaque fois. Alexandre ? Ouais, du coup, c'est toi qui affiche ma présentation. Voilà. Et les autres coupent leur micro. Ouais. Et leur caméra. Donc, bonjour à tous. Je suis effectivement le docteur Hardy. Je travaille à la clinique du sport à Paris. Donc, comme le disait Thibaut, on a un groupe de jeunes chirurgiens, on s'entend bien. Notre but et c'est ce qui nous rassemble un petit peu, c'est vraiment la prise en charge pluridisciplinaire de nos patients. Donc il faut pas hésiter effectivement à nous contacter, à poser des questions. C'est comme ça qu'on prendra en charge de façon optimale nos patients. Donc à la recherche de la greffe parfaite, comment trouver la greffe parfaite pour nos patients? Allons-y. Donc déjà en préambule, ce qui est important de savoir, alors ça va pas gâcher l'intégralité de la présentation, mais c'est quand même important de le dire. Vous vous doutez bien qu'il y a eu de très nombreuses études sur l'incidence du type de greffe sur les ligamentoplasties. Et globalement, ce qu'on retient, c'est que malgré 57 méta-analyses, il n'y a pas grand-chose qui sort. C'est-à-dire qu'en gros, pour les résultats principaux, à savoir le résultat fonctionnel et le taux de rupture, on ne retrouve pas de différence entre les types de greffes. Allons-y. Néanmoins, ces présentations ont un intérêt parce que ces types de greffes, il faut les connaître et surtout, il faut se familiariser avec tous les types de greffes. Pourquoi? Eh bien, parce que le nombre de l'incidence des ruptures de plastie et l'incidence même des re-ruptures de plastie est en pleine augmentation. Vous voyez cette étude qui rapportait 9% de re-révision, donc de 3e opération du ligament croisé à 8 ans après un ligament croisé. Donc avec notamment ce joueur espagnol qui a eu 3 ruptures de ligament croisé dans sa carrière. Ensuite,
Donc, ensuite, et ça c'est très important, on ne le mentionnera pas dans la présentation, mais si vous en entendez parler, sachez qu'il n'y a pas de greffon parfait, par contre il y a des mauvais greffons, et le mauvais greffon c'est l'allogreffe. Donc l'allogreffe aujourd'hui en France elle est marginale, mais il y a certains pays qui la proposent encore en première intention dans les ligamentoplasties, et sachez, et c'est important de le savoir, que c'est associé à 3 à 4 fois plus de ruptures chez les patients après une ligamentoplastie primaire. Ok. Alors donc, comment choisir? Donc, vous allez devoir choisir entre ces 3 plasties. Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question. Allons-y. Avec donc quelques arguments et aussi peut-être un petit peu de mauvaise foi. Allons-y. Alors donc, qu'est-ce qu'on va rechercher pour avoir une greffe parfaite? Eh bien, on va rechercher donc une incorporation rapide de votre greffe dans le genou, une rigidité initiale de la greffe satisfaisante, une innocuité du prélèvement pour votre patient, une maturation rapide de votre greffe, et si possible, une conservation de votre LCA natif. Allons-y. Alors, pour l'incorporation rapide, eh bien, je dois l'avouer, c'est bien la plastie au tendon rotulien ou la plastie au tendon quadricipital si vous prélevez de l'os, qui va être la meilleure. Parce que, effectivement, l'incorporation de la partie osseuse de votre plastie va être plus rapide que l'incorporation d'un tendon avec l'os, donc avec l'apparition de fibres de Sharpey. Donc là, effectivement, je dois l'avouer, c'est bien les 2 autres plastiques qui vont être les meilleurs. Ensuite, par contre, si on considère la rigidité de la greffe initiale, eh bien, on s'aperçoit que les ischio-jambiers sont à peu près 2 fois plus solides que le tendon quadricipital ou le tendon rotulien. Donc là, pour le coup, c'est plutôt les ischios qui gagnent. Allons-y. Alors, quand on regarde l'innocuité du prélèvement, alors là, bien sûr, il faut regarder ce magnifique article encadré par le docteur Noailles, qui a fait partie des papiers les plus cités du journal OTSR depuis sa création. Donc, c'est vraiment un article de référence. Allons-y. Et qu'est-ce qu'on apprend donc dans ce papier? On apprend donc dans cette revue systématique de la littérature sur les complications des prélèvements, on apprend que effectivement il y a des complications nerveuses après prélèvement des ischio-jambiers. Ces complications nerveuses, elles sont transitoires et elles sont uniquement sensitives. Elles vont toucher la branche sensitive du nerf saphène et vont être présentes chez les patients dans 40 à 90% des cas si vous faites une incision verticale. Une des solutions proposées, c'est de faire une incision horizontale ou oblique, comme le montre le dessin en bas à droite, ce qui va permettre de diminuer de 20 à 50% le risque de complications nerveuses chez vos patients, complications nerveuses qui, je vous le rappelle, restent transitoires. Allons-y. Alors maintenant, quand on regarde le ligament patellaire, le ligament patellaire, c'est beaucoup plus sérieux. Je trouve à peu près 50% de complications nerveuses, donc avec principalement la branche sensitive du nerf infrapatellaire, avec des possibles hypoesthésies ou névromes. On retrouve également des douleurs antérieures qui sont souvent un petit peu intriquées avec les douleurs nerveuses, qui peuvent être dues au prélèvement au niveau de la rotule, et également un risque de fracture de rotule rapporté à 1% dans la littérature au moment du prélèvement. Allons-y. Donc, pour l'innocuité de la greffe, à nouveau, c'est plutôt les ischio-jambiers qui gagnent. Maintenant, on voulait avoir une greffe qui mature bien. Eh bien, pour qu'un greffon mature bien, un des clés pour accélérer la maturation du greffon, eh bien, ça va être de conserver sa vascularisation. Chose qui n'est évidemment pas possible pour le tendon rotulien ou le tendon quadricipital. Eh bien, c'est possible pour les ischio-jambiers. Donc, comme vous le voyez sur la très belle coupe anatomique qui est pris dans l'article de Zaffanini, eh bien, on retrouve qu'en fait, la vascularisation des ischio-jambiers provient de façon importante de leur insertion distale. Donc, une des possibilités, ça va être de conserver cette insertion distale des ischio-jambiers et de préserver leur vascularisation et leur innervation. Diapo suivante. Et le fait de conserver cette vascularisation et cette innervation, eh bien, on va retrouver une maturation plus rapide de la greffe en cas de préservation de cette insertion distale. Un autre des objectifs que je recherche pour mes greffes, c'est de pouvoir conserver le LCA natif. Alors, c'est possible éventuellement avec le tendon quadricipital, c'est beaucoup plus difficile avec le tendon rotulien. Et vous voyez dans cette étude que la préservation du LCA natif, enfin en tout cas de ce qu'il en reste, permet d'obtenir des meilleurs résultats sur les tests proprioceptifs à 2 ans. Diapo suivante. Et dans cette revue systématique de littérature, des résultats
équivalent ou supérieur sur la stabilité du genou et les scores cliniques. Donc là encore, la préservation, donc les ischio-jambiers nous permettent de conserver le LCA natif et donc ont un avantage, en tout cas sur le tendon rotulien. Diapo suivante. Donc si on regarde un petit peu tous ces arguments, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'arguments pour les ischio-jambiers avec un seul argument pour le tendon rotulien. Donc vraiment, on peut se dire que les ischio-jambiers sont la greffe parfaite pour vos patients. Alors, diapo suivante. Alors vous allez vous dire, oui, mais lui, c'est parce qu'il fait des ischio-jambiers, il nous ment, etc. Donc, on va interroger la population. Allez-y, diapo suivante. Et quand on interroge les chirurgiens européens, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, que les ischio-jambiers représentent plus de 80% des premières intentions de ligamentoplastie. Donc, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est tout le monde. Seulement 13% de Kenneth Jones et le tendon quadricipital, personne ne sait ce que c'est, 3% des indications. Diapo suivante. Alors maintenant, pour la rééducation. Donc maintenant que votre chirurgien a fait le bon choix et a donc fait une greffe d'ischio-jambier pour votre patient, qu'est-ce que vous, kiné, vous allez pouvoir faire en particulier pour cette greffe spécifique? Alors, un des problèmes du prélèvement des ischio-jambiers, ça peut être l'apparition d'un hématome à la face postérieure de cuisse. Donc, dans le premier temps, le drainage de la face postérieure de la cuisse, c'est important pour prévenir l'apparition de cet hématome. Et s'il y a un hématome, augmenter son drainage. Allons-y, diapo suivante. Ensuite, donc, concernant la prise de la greffe, il faut bien voir que le prélèvement donc, du tendon ischio-jambier, ça s'apparente en fait à la création artificielle d'une lésion myo-aponébrotique. Et donc là, il ne faut pas avoir peur. En effet, dans cette étude et cette infographie réalisée, on nous montrait bien que la lésion myo-aponébrotique est mieux traitée si elle est traitée précocement. Donc plus tôt vous allez solliciter les ischio-jambiers de vos patients, et plus tôt vous allez pouvoir récupérer le déficit induit par cette lésion myo-aponébrotique. Diapo suivante. Un autre problème rapporté concernant les plasties aux ischio-jambiers, c'est la question de la chaîne ouverte. En effet, dans certaines études, on rapportait une possible élongation de la greffe en cas de début de chaîne cinétique ouverte précoce. Donc, ce qui est aujourd'hui recommandé pour les greffes aux ischio-jambiers, c'est d'avoir recours à une chaîne ouverte qui peut être précoce, mais qui doit plutôt s'appliquer dans les secteurs de mobilité entre 90 degrés de flexion et 45 degrés de flexion, avec peu de poids et peu de bras de levier. C'est-à-dire que la contrainte que vous allez mettre sur la jambe doit se situer plutôt proche du genou. Ça va permettre de diminuer le bras de levier et donc de diminuer les forces sur la plastie et donc le risque d'élongation secondaire de votre plastie. Diapo suivante. Donc, en conclusion, toutes les greffes se valent, mais les ischio-jambiers, ça a l'air quand même d'être un petit peu mieux, parce que c'est plus solide, c'est plus populaire, le prélèvement est moins agressif, la maturation est plus rapide si on les laisse pédiculer, et ça permet de conserver le remnant du croisé antérieur. Gardez en tête, pour vos patients ayant eu une ligamentoplastie aux ischio-jambiers, que les 3 points clés, ça va être le drainage de la face postérieure de cuisse, le traitement type lésion myo-aponébrotique et une chaîne cinétique ouverte qui va être précautionneuse, au début en tout cas, plutôt entre 90 degrés et 45 degrés de flexion. Je vous remercie. Parfait. Merci, oui. Tout le monde. Voilà, tout le monde est là. J'ai une première question là à te poser par rapport à un internaute qui me dit bon, on a bien compris l'intérêt en fait de faire un prélèvement de greffon au niveau des ischios, surtout pour des raisons de vascularisation. Par contre, lui, il trouve, étant donné que on va très près du creux poplité, il trouve que ça entretient le flexion. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation et voilà, ce que nous dit l'internaute? C'est plus qu'une affirmation, hein, c'est effectivement un fait démontré. C'est-à-dire que le prélèvement des ischio-jambiers peut entraîner un flessum secondaire qui est dû en fait à une contraction des ischio-jambiers. Donc c'est notamment Bertrand Sonricotet qui avait travaillé là-dessus, avec en gros ce flessum qui va être réductible dans les 3 premiers mois. C'est-à-dire qu'en gros, avec des manœuvres de fatigabilité des ischios, vous allez contracter les ischios de vos patients. Au bout d'un moment, avec la fatigabilité, ils n'arrivent plus à fléchir votre genou, et donc on va avoir une réduction de ce flessum. Ce flessum qui est réductible initialement pendant les 3 premiers mois ne le sera plus au bout du 3e mois, avec l'apparition d'un cyclope syndrome. Là aussi, un article de référence
du docteur Noailles sur les facteurs de risque du syndrome du cyclope. Donc, oui, effectivement, l'apparition d'un flessum secondaire au prélèvement des ischio-jambiers est assez fréquent, mais c'est un flessum qui est réductible par la contraction des ischio-jambiers et qui donc ne pose pas de problème secondaire pour les patients. Et donc, il faut traiter rapidement, dans les 3 premiers mois, absolument. Ouais, tout à fait. La curiosité reste la priorité absolue dans les 3 premiers mois pour les patients. D'accord. La question d'Erwin? Oui, une question, je vois... bon. Voilà. Allez-y. Non, mais tu vois la question. Donc, c'est un antécédent de ténosynovite du tendon distal du semi-tendineux. Est-il une contre-indication à la prise de ce greffon? Alors, pas du tout. Et j'aurais même tendance à dire au contraire. Il faut savoir que c'est proposé par certains chirurgiens sur les ténosynovites distales du demi-tendineux, en cas d'échec du traitement médical, en fait, de réaliser un stripping du demi-tendineux, donc globalement un prélèvement de plastique, quoi. Donc non, c'est pas du tout une contre-indication, au contraire. Parfait. Et ben voilà, on va passer à la deuxième présentation. Tout va bien pour tout le monde? Alors, si tout va bien, on continue. Peut-être juste la question d'Odile. C'est vrai que, comme il y a plusieurs. Bonjour, je ne comprends pas l'intérêt de garder le LCA. Alors, en fait, c'est pas garder l'intégralité du LCA, parce que si tout le LCA était là, forcément, on aurait une plastique, on n'aurait pas besoin d'opérer les gens. C'est qu'en fait, on a souvent ce qu'on appelle le remnant, c'est-à-dire un résidu du ligament croisé antérieur du patient natif qui se trouve au niveau du tibia. Et en fait, ces études ont montré qu'en fait, le fait de préserver ce pied de LCA qui est donc innervé et vascularisé du patient, ça va permettre d'améliorer un petit peu la proprioception des patients et apparemment les scores cliniques et la stabilité du genou. Donc, ça a un intérêt pour les patients. Thibaut. Merci. À qui la main? Là, maintenant, ça va être Mathieu Sanchez, donc, qui est mon collègue et ami à Bordeaux-Nord, qui va parler du ligament patellaire en essayant de ne pas trop rentrer dans le lard d'Alex. On s'apprécie. C'est de bonne guerre. La mauvaise foi, Alex, c'était beau, c'était frais. Tu peux partager ton écran, Fred, du coup, parce que le mien, pour qu'on ait les vidéos qui marchent, si possible. Le temps que le débit se mette en marche. Voilà. Ok. Donc là, je suis obligé de te demander de changer de slide. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu peux le mettre en diaporama, peut-être, parce que... J'attends, il y a un petit délai de réponse, voilà. Autant pour moi. Merci beaucoup. Je pense bonjour à tous et merci de participer à ce débat qui est pour nous très sympathique. J'espère qu'il l'est aussi pour vous. Merci à Alex pour cette première présentation. On va essayer de montrer qu'il n'y a pas que les ischio-jambiers, mais qu'il y a une vraie place au ligament patellaire ou plastide dite de Kenneth Jones. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc déjà, pourquoi? Back to anatomique, et ça c'est un truc qui est cher, je pense, aux 4 chirurgiens et amis jusqu'à présent. On espère de rester à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que c'est qu'un LCA? Finalement, on a bien prouvé ces dernières années avec des travaux d'un Polonais assez génial, Robert Smigliński, qui ont été corroborés après par la thèse de Thibaut Noailles. En fait, le LCA c'est plat, c'est pas 2 faisceaux comme on a pu vous raconter, c'est un ruban torsadé. Vous pouvez bien voir sur ces images de dissection que c'est vraiment une bande plate ligamentaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça va bien. Voilà, vous voyez ça en fait, quand on déplie, quand on fait tourner le fémur autour du tibia, on voit bien en fait, et on le voit bien sur l'image JRM en bas de l'écran là, que c'est un faisceau plat torsadé d'environ 80 degrés sur lui-même, et donc en aucun cas de faisceau ou quelque chose de rond, comme peut l'être par exemple un tendon ischio-jambier. On peut passer. Voilà ce que ça donne en fait. Et si on doit remplacer un ligament par quelque chose, pourquoi le remplacer par autre chose que par un ligament? Le croisé antérieur, ça va d'un os, le tibia, à un os, au fémur. Quelle est la seule structure qui possède 2 insertions osseuses avec un tendon plat au milieu?
Une greffe donc la plus anatomique, c'est évidemment le tendon patellaire. Vous voyez, on prélève une baguette osseuse au tibia, une baguette osseuse au fémur, et entre les deux, un bout du tendon patellaire, à peine 1 centimètre, qui est quelque chose de plat et anatomiquement beaucoup plus proche d'un ligament croisé antérieur natif que n'importe quel autre type de greffe. Le Kenneth Jones, donc KJ, vous verrez souvent passer ça, donc un prélèvement de ligament patellaire, malheureusement trop souvent appelé tendon rotulien. C'est pas un tendon, hein, je vous ai mis ça volontairement, mais c'est un ligament, comme vous voyez sur la droite de l'image, un os avec un ligament plat au milieu, inséré sur un autre os. C'est le gold standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, c'est la référence mondiale de remplacement intra-articulaire, et ce depuis 1970. Aucune étude n'a prouvé la supériorité d'une autre greffe par rapport à ce ligament patellaire. C'est évidemment un ligament, cette greffe est plate, le diamètre moyen d'un croisé antérieur c'est 7 à 8 mm, donc ça suffit largement et on n'est pas obligé de prélever très large sur un tendon patellaire pour ne pas le dépouiller effectivement, et il y a une fixation d'os dans l'os avec des vis sur des baguettes osseuses qui paraît être aujourd'hui le plus fiable, le plus stable d'un point de vue biomécanique. Alors pourquoi Alex vous l'a dit, pourquoi la majorité des chirurgiens intéressés font des ischio-jambiers? Parce que tout simplement, le Kenneth Jones, c'est une technique qui est plus difficile. Il y a des gags au niveau de la fixation fémorale, c'est sûr. C'est plus compliqué en termes de prélèvement. Donc autant faire quelque chose de plus simple, dont on a moins de chances de faire des bêtises. La conservation du reliquat, effectivement, comme on vous a dit, ce revenant dont on posait la question, est beaucoup plus difficile. J'essaye, et j'y arrive pas systématiquement du tout. C'est très difficile de bien voir quand on garde beaucoup du croisé antérieur avec cette technique parce qu'on doit faire passer une baguette osseuse au fémur. La récupération initiale au plus lente, oui, c'est vrai. J'ai été opéré de mes 2 genoux avec donc une technique aux ischio-jambiers d'un côté et un tendon rotulien de l'autre. Effectivement, le démarrage m'a paru plus long avec le tendon rotulien, en tout cas les 6 premières semaines. Et les douleurs antérieures, effectivement, un peu plus fréquentes, mais on va y revenir. Mathieu, tu parles clairement de ton expérience, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, je parle de mon expérience personnelle. J'ai mes 2 genoux reconstruits de 2 croisés à 2 techniques différentes, justement pour faire la part des choses. Donc j'essaye de vous apporter les résultats scientifiques de la littérature, le mieux trié possible, et aussi mon expérience à moi qui ai fait la démarche volontaire hein, de tester 2 plasties différentes. Diapo suivante. Donc le KJ, est-ce que ça fait mal? Vous voyez en haut à gauche de l'écran cette belle branche infrapatellaire du nerf saphène qui passe entre les deux trous qui sont les zones de prélèvement sur la rotule et le tibia. Bah effectivement, si on fait une incision complète, une incision classique, on fend la face antérieure du genou comme pour une prothèse totale en moins long, on va léser cette branche infrapatellaire et donc il y aura plus de douleur antérieure, 33% contre 25% environ pour un prélèvement d'ischio-jambier. Diapo suivante. Alors, non mais. Est-ce que la cicatrice est moche? Alors ça, c'est mon genou à 4 semaines post-opératoire. Une fois, alors évidemment, cuisse et membre inférieur de grenouille, hein, parce qu'on perd en muscle, mais ce, quelle que soit la plastie. Et vous voyez que ça fait 2 petites cicatrices, et on va en parler parce que aujourd'hui, pour moi, bien prélever un ligament patellaire et préserver cette branche du nerf saphène, c'est faire 2 petites cicatrices indépendantes pour ne pas couper ce nerf au milieu. Sur diapo suivante. On peut plus s'agenouiller. Alors ça aussi, voilà, est-ce que c'est vrai? Ça c'est pareil, à 6 semaines, j'arrivais, alors oui, sous couvert d'un petit tapis de sol, à faire des pompes sur les genoux, et c'est pas non plus dramatique. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur. Et en moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'avec ces 2 petites incisions de prélèvement, les douleurs qui étaient de 33% sont ramenées à 20%, ce qui est de l'ordre des douleurs antérieures et des lésions de cette branche du nerf saphène des ischio-jambiers. Suivant. Donc comment on prévient ces douleurs antérieures? Bah, vous voyez, en fait, on fait 2 petites incisions, et c'est plus difficile, hein, c'est plus rigoureux techniquement au début. Voilà, ça peut être gagogène si on n'est pas bien exposé, et on va venir prélever une baguette osseuse dans chacune des incisions et sous la peau avec un dispositif spécifique, venir prélever le tiers central du tendon. Diapo suivante, je pense que ça va enchaîner sur la vidéo. Vous voyez en gros la technique. Voilà, il y a 2 petites incisions qu'on ouvre avec un bistouri, on ouvre ce petit surtout tendineux, on fait des petits trous pour passer les fils de traction avant, avec une petite scie, alors ça fait mal aux mains de l'aide opératoire, hein. On vient prélever la baguette, et ensuite, grâce à ce petit geste,
en fait, on libère en dessous de la branche infrapatellaire du nerf saphène et on va venir prélever avec ce bistouri double lame le tiers central du tendon rotulien. On va pas descendre jusqu'au bout et on a voilà ce préleveur atraumatique qui permet de sous la peau, totalement à l'aveugle, mais quand même à la sensation, de prélever le tiers central du tendon. On va venir chercher la baguette de la patella au tibia qu'on va sortir. Vous voyez, là, elle est tendue. Scier enfin la baguette et c'est fini. Donc, je vous ai fait un prélèvement rapide. On peut passer à la diapo suivante, juste pour que vous voyez vraiment ça préserve cette branche infrapatellaire du saphène et ça réduit les douleurs antérieures. Donc, comment préparer la greffe? Il manque une petite, voilà. Petite diapo, voilà ce que ça donne, 2 fils tracteurs de part et d'autre. Alors là, c'est vraiment pour de la démonstration, mais des fils un peu plus solides que ces petits fils PDS qui peuvent casser au contact des vis, soit des fils métalliques, soit des gros fils non résorbables, qui seront enlevés bien sûr avant la fin de l'intervention. Et c'est beaucoup plus simple à préparer que des disques jambiers qu'on doit faufiler les uns sur les autres en 3, en 4 fois avec du fil autour d'endos-boutons. Là, il suffit juste, une fois qu'on a prélevé, d'une pince gauche, c'est-à-dire la petite pince que vous voyez à droite de l'écran, pour tailler les baguettes osseuses en pointe, qu'elles soient plus faciles à monter dans les tunnels. Voilà, la préparation de la greffe est finie. On va revenir maintenant sur les différentes stats de la littérature qu'Alex vous a montré toujours en faveur de ce magnifique plastie aux ischio-jambiers. Voilà, biomécaniquement, il faut savoir que la résistance du ligament patellaire et des ischio-jambiers sont sensiblement différentes, identiques, mais surtout qu'elles sont supérieures à la résistance biomécanique du ligament croisé antéronatif. Donc il n'y a pas de débat, les deux sont largement suffisamment solides pour tenir. Diapo suivante. En termes de résultats subjectifs, on voit que les scores fonctionnels et de qualité de vie sont identiques à 15 ans de recul. Donc là encore, voilà, dans les méta-analyses, il n'y a pas de différence. C'est sûr, il n'y a pas de gens qui se plaignent, non, c'est horrible, j'arrive plus à m'agenouiller ni à travailler. Diapo suivante. Ça, c'est important aussi. On a mauvaise presse, prélèvement du ligament patellaire. Oui, on récupérera jamais son quad. C'est pas possible. On voit que ces résultats à 2 ans montrent qu'avec le ligament patellaire, on a récupéré quadriceps et ischio, alors que dans la majorité des cas, avec les prélèvements des ischio-jambiers, on récupère bien son quadriceps, mais on a quand même un déficit significativement plus important sur les ischio-jambiers qu'avec une plastie au tendon rotulien, ce qui est absolument pas le cas sur le quadriceps. On récupère pareil à 2 ans, dans les 2 cas de figure. Diapo suivante. En termes de laxité antérieure, pas de différence réelle, statistiquement significative, mais on voit que les articles quand même retrouvent une laxité résiduelle qui est de l'ordre de 3 mm pour les plasties aux ischio-jambiers contre 2 mm pour un ligament patellaire. Donc un peu mieux contrôlé sur le tiroir antérieur. La diapo suivante. Le ressaut, et ça c'est indéniable, toutes les méta-analyses vont dans le même sens, le ressaut rotatoire, la rotation du tibia sous le fémur, ce rôle censé être partiellement joué par le ligament croisé antérieur, mais aussi par le ligament inférolatéral, le ressaut il est plus fréquent en post-op avec les ischio-jambiers qu'avec le croisé antérieur, qu'avec le Kenneth Jones. Donc le ligament patellaire stabilise mieux ce ressaut rotatoire que les ischio-jambiers. Diapo suivante. Donc ça c'est vraiment la méta-analyse, je pense, la mieux menée, en tout cas, d'un point de vue méthodo, qui compare les 2 plasties. En fait, on ne retrouve pas de différence réelle significative en laximétrie, test de Laxman, score fonctionnel, mobilité, taux de rupture, re-rupture ou rupture itérative. Néanmoins, meilleure efficacité du Kenneth Jones sur le ressaut rotatoire au pivot chips et sur le retour au même niveau sportif à court, moyen et long terme, ce qui n'est pas non plus négligeable. On s'adresse quand même à une population qui a envie de faire du sport. Les ischio-jambiers, moins de douleur du site d'honneur, oui, potentiellement, et moins de douleur à l'agenouillement. Est-ce que c'est la chose qu'on recherche le plus quand on parle d'intérieur? Personnellement, j'ai envie de rejouer à la balle, j'ai envie de faire plein de choses, mais quand j'ai envie de bricoler, je me débrouille et pour être très honnête, j'ai absolument aucune douleur aujourd'hui. Diapo suivante. Alors on va comparer au tendon quadricipital, c'est pas tendon quadricipite quoi. J'ai beaucoup de respect pour cette greffe et pour le topo qui va être fait après pour Jérémy parce que je l'utilise de temps en temps en reprise et je pense qu'il faut savoir bien faire ces 3 plasties si on veut bien faire de la reconstruction du croisé antérieur aujourd'hui parce qu'on a, comme Alex vous le disait, beaucoup de reprises. Alors comparer ces 2 plasties,
Aucune différence sur l'Achman, sur le Rosso, cette fois-ci, aucune différence sur les scores fonctionnels et sur le taux de rupture opérative, mais il y aurait moins de douleur au niveau du site d'honneur avec le tendon quadricipital. Oui, potentiellement, parce qu'on s'agenouille pas sur la cicatrice du tendon quadricipital, alors que sur celle du tendon rotulien, oui. Encore une fois, avec 2 petites incisions, on limite énormément ce facteur. Diapo suivante. Tu peux cliquer plein de fois. Ça, c'est juste pour dire merci à tous les gens qui m'ont formé sur le ligament patellaire, et il en reste quand même certains. Cocorico, les Français restent bons, que ce soit l'école Versaillaise, Patrick Jean ou Alain Roisin. Diapo suivante. Je voudrais aussi remercier mes amis kinés, déjà dans la vie courante par rapport à tout ce qu'ils font pour nos patients et leur prise en charge multidisciplinaire. Ça, c'est les 2 kinés qui m'ont rééduqué pour mes 2 genoux, Nuno et Julie, à qui je dois d'énormes services et qui m'ont appris énormément de choses, y compris sur le croisé antérieur. Voilà, on a besoin de tous communiquer, et c'est le but de ces réunions aujourd'hui. Voilà, j'ai diapo suivante. Je vous remercie, et une pensée émue pour Sean Connery, grand amateur de football, comme on l'est pour certains dans cette petite réunion. Merci. La bière, c'était avant ou après la rééducation? La bière, c'était pendant. Alors, s'il n'y a rien dans la littérature scientifique qui montre que la bière de récupération, en tout cas, après une grosse séance d'athlétisation, soit néfaste. Voilà. Elle n'est pas néfaste, mais rien n'a démontré aussi que de prendre une bière était plus efficace pour la récupération, comme beaucoup de sportifs le pensent. Ah, moi, je pense pas ça. C'est vraiment, c'est purement un but festif. Hein. On va pas se mentir. Pardon Fred, j'ai juste une question. Tu t'es fait donc opérer des 2 genoux avec 2 techniques différentes. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la sensation, c'est-à-dire quand tu retournes faire du sport, est-ce que tu as des sensations différentes et des peurs différentes entre ton genou droit et ton genou gauche? Alors, je dirais que c'est pas comparable aujourd'hui parce que je suis à plus de 3 ans de ma ligamento au tendon rotulien, au ligament patellaire, et à un peu plus d'1 an de ma plastie aux ischio-jambiers de l'autre côté. Je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai bien récupéré musculairement, bien sûr, à 3 ans, pas pu bien mener ma réathlétisation avec le confinement, les changements professionnels et familiaux sur mon autre genou. Donc, je peux pas vous dire. En tout cas, non, j'ai pas d'appréhension. Aujourd'hui, je rejoue au tennis. Le foot, après avoir pété 2 croisés, disons que j'ai un peu plus de mal à vendre ça à ma femme, qui en a un peu marre de passer des vacances avec un mec en post-op. Mais j'y retournerai nécessairement. Il y a le docteur Noy et le docteur Hardy qui jouent ici de temps en temps. Je sais pas pour Jérémy, mais tu manques pas beaucoup au football, hein, Mathieu. Hein, ça peut pas assurer. La dernière fois qu'on a joué ensemble, je te rappelle que tu as failli te luxer le rachis cervical, Alex, sur un crochet. Est-ce qu'il y a des questions plus intéressantes? Fred, allume ton micro, Fred. Allume ton micro. J'avais coupé mon micro, pardon. Ça va mieux. Merci. Ça va mieux. J'avais une question peut-être qui va être à laquelle on répondra peut-être, vous répondrez peut-être après, mais je la pose quand même maintenant. Est-ce que il y a la nécessité avant la chirurgie de faire une préparation musculaire? On parle de kiné, hein, de faire une préparation musculaire, une préparation certainement mentale et de visualisation. Ça, c'est autre chose, mais on en parle beaucoup chez les kinés. Mais en tout cas, une préparation musculaire malgré un ligament croisé ou un ligament pété, même si on est instable, est-ce qu'on a la nécessité de préparer le muscle, que ce soit physiquement ou mentalement? Alors, je dirais d'autant plus qu'on est instable, parce qu'on n'a pas à être instable si on a un très bon contrôle musculaire et neuromusculaire. Donc oui, moi je réathlétise en préopératoire quasiment tous mes patients, ou voire tous mes patients en dehors de ceux sportifs de très haut niveau qui se font opérer d'emblée. Mais pour tous les autres, oui, c'est important, pas que sur l'aspect psychologique et l'accompagnement, mais vraiment pour avoir la meilleure masse musculaire possible, mieux récupérer dans le post-opératoire immédiat, parce que si on part d'une amyotrophie avec un genou qui est peu mobile, qui est encore inflammatoire, on aura plus de douleur, on aura un moins bon résultat, plus de risque de cyclope par exemple, de défaut d'extension, et une réathlétisation, une récupération qui sera plus lente. Donc c'est une évidence aujourd'hui, il faut le faire, il n'y a pas de débat. Quand tu as un délai, tu sais que tu dois être opéré dans 3 semaines, dans 1 mois, à quel moment tu préconises la réathlétisation préopératoire? Immédiatement, dès que le genou le permet. En fait, le but avant la chirurgie, c'est de récupérer un genou normal. Et c'est ce que je dis à mes patients. Vous devez être capable de faire des sports en ligne sans appréhension. Vous êtes capable de sortir faire un footing sans appréhension. Voilà. Moi, j'ai fait
une partie d'un tri avant de nous faire. C'est tout à fait possible. Il y a des gens qui font du triathlon sans croisé. Il y a même des gens qui font des sports de pivot avec un très bon contrôle neuromusculaire et une rupture du croisé antérieur. C'est pas ce qu'on recommande, mais c'est possible. Mais quand tu sais que tu vas te faire opérer, à la limite, est-ce que tu risques pas de repéter sur un problème de vigilance ou enfin d'aggraver le cartilage ou le ménisque ou je ne sais quoi? C'est une évidence que j'encourage personne à aller faire du pivot avec un croisé antérieur rompu. Moi-même, j'en avais très envie, j'allais très bien. À part du snowboard, en toute prudence, j'ai passé 9 mois à ronger mon frein et à voir Alex Hardy essayer de faire 2 passes en retrait au gardien de but, quoi. Il y a une étude là-dessus qui est assez intéressante, qui m'avait moi surprise. C'était en fait ils avaient regardé sur les tests ISO en préopératoire et ils retrouvaient en fait que le fait d'avoir un déficit quadricipital supérieur à 20% était en fait péjoratif sur le retour au sport à 2 ans. Donc, enfin, moi je sais pas, je serais intéressant d'avoir votre avis, Jérémy, Mathieu et Thibaut, mais c'est vrai que je pense que si on testait tous les croisés qu'on opère, il y en a quand même un petit paquet qui ont des déficits supérieurs à 20%, parce que quand on voit le temps qu'ils mettent pour récupérer... C'est sûr. Et puis aujourd'hui, dans les résultats les plus compliqués pour la rééduque en post-op, notamment, c'est des patients chez qui on peut pas attendre s'il y a par exemple des désinsertions de racines méniscales ou des lésions méniscales graves, donc on les opère assez vite, ils ont pas eu le temps de se rééduquer correctement. Derrière, la rééduque, non seulement à cause de la lésion méniscale, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu de préparation pré-op, la rééduque elle est nettement plus compliquée. Donc c'est le genre de patients auxquels on dit ne vous comparez pas à un LCA isolé bien rééduqué en pré-op, parce que vous allez être triste dans la salle de kiné, vous allez pleurer parce que vous allez avoir 3-4 mois de retard. Il y a plein de questions qui arrivent. Peut-être qu'on avance sur une présentation et on donnera l'ensemble des questions. Évidemment, on les note. On ne vous oublie, on est là pour vous, évidemment. Enfin, surtout nos amis chirurgiens. Thibaut, c'est Jérémy ou Oui, j'y vais pour le temps. Jérémy, qui va vous présenter maintenant le tendon de quadriceps. Jérémy travaille à la clinique du Parc et c'est aussi un copain avec qui on avait monté il y a quelques années la Société française d'arthroscopie junior. À toi, Jérémy. Ça marche, merci. Donc, après ces brillantes présentations sur les ischios et sur le tendon rotulien ou ligament rotulien, je vais vous présenter en fait ce qui pourrait être le meilleur des deux mondes en toute objectivité, évidemment. Parmi les greffes, donc effectivement le KJ, je reviens dessus très rapidement, c'est le gold standard, c'est celui qui est connu depuis le plus longtemps, c'était même historiquement la greffe qui était la plus facile à mettre avant qu'on ait accès facilement à l'arthroscopie, puisque une fois que vous avez enlevé le tiers antérieur du tendon rotulien, il suffit de mettre 2 écarteurs et vous êtes dans le genou, et ça permettait aux chirurgiens d'aller mettre la greffe à l'intérieur, donc c'était vraiment une des techniques les plus connues, et pour l'instant personne n'a prouvé sa supériorité. Attends, Jérémy, j'ai un écran noir. Ah, pardon. Vous avez pas mon diaporama? Moi, je ne le vois pas. Non, pour l'instant, on est en écran noir. Ah, alors. Voilà, bon. Parfait. C'est bon. Donc, faut pas que je partage en plein écran? Si, normalement. Ah, oui, parce que oui, c'est bon. Là, reste comme ça, alors. Je reste comme ça? Tant pis. C'est pas grave. Ok. Et je vous le zoome un petit peu. Magnifique. Voilà. Donc, j'étais donc sur le KJ avec le prélèvement en plein milieu qui permet d'accéder à l'articulation. Ensuite est venu plus à la mode les ischio-jambiers avec une facilité presque déconcertante pour le prélèvement qui a vraiment mené à son essor au sein des chirurgiens, parmi les chirurgiens aussi qui étaient moins habitués à la chirurgie du genou, qui font un peu de tout, et donc ça popularise, et c'est bien d'avoir un prélèvement plus facile à faire quand on n'en fait pas tous les jours. Et il vaut mieux un bon résultat avec une bonne technique qui est bien reproductible plutôt que de penser dans quelque chose qui serait encore mieux, mais de faire des bêtises. Et donc les gags pour ce qui est du KJ ou du tendon quad, clairement, c'est une vraie réalité. Mais les ischios donc auraient moins de comorbidité sur l'avant du genou, c'est vrai. Peut-être une petite laxité résiduelle, et puis il y avait plus d'infections. Alors ça, à chaque fois, il faut faire gaffe de quelle population on parle, parce que il semblerait que ce soit plus lié au fait que ce soit des sportifs de haut niveau et des sportifs terrain, plus qu'à la greffe elle-même. Et puis pour ce qui est des douleurs post-opératoires, il faut aussi se rendre compte que le KJ étant le gold standard, donc plutôt chez des chirurgiens peut-être un peu plus, on va dire, expérimentés, qui sont moins enclins à l'innovation,
quand des jeunes chirurgiens essaient d'apporter quelque chose de nouveau, il y a peut-être aussi la greffe, mais il y a tout ce qui va autour. Il y a discuter avec nos amis kinés, discuter avec nos amis ostéos, discuter avec d'autres techniques de cryothérapie, de prise en charge de la douleur. On est quand même nettement plus potes avec les anesthésistes qu'on a pu l'être par le passé. Et donc cette gestion globale du patient, ces innovations, elles se répercutent sur les résultats des ischio-jambiers, mais en fait c'est peut-être plus parce que c'est des plus jeunes chirurgiens qui ont apporté une prise en charge plus globale, et plus que par la greffe elle-même. Et le tendon quad, effectivement, c'est moins connu, c'est moins fréquemment utilisé, c'est nécessaire de la connaître absolument parce que pour les ruptures ou les re-ruptures, c'est une greffe qui est très intéressante et elle gagne à être connue. En gros, c'est un peu comme si on avait rangé la Joconde dans un tiroir et qu'on la redécouvre 30 ans plus tard en se disant « c'était pas mal ça, pourquoi on l'oubliait ?» Eh ben, on l'oubliait surtout parce que les chirurgiens qui faisaient ça en première intention ou en reprise, ils faisaient des cicatrices plus grandes, c'était pas trop le problème quand on est sur une deuxième ou troisième reprise de faire quelque chose d'esthétique, et au final c'est le patient qui en pâtissait, et donc quand le kiné ou le patient il disait bah moi j'ai eu un tendon quad, il se retrouvait avec une balafre de 25 cm, et globalement ça faisait pas très moderne. Mais si on s'applique, et que on fait élégamment une petite incision en sus patellaire, eh bien on est au-dessus de cette branche infrapatellaire du nerf saphène interne, et c'est tout l'intérêt initial de ce prélèvement, c'est que on va avoir un transplant qui, lors de sa prise de greffe, ne va pas léser ses branches. Alors le KJ double incision, c'est clair que ça diminue beaucoup les problèmes, mais là, le TQ, on est carrément au-dessus, donc on n'a plus le problème. Ce qui est un peu faux, parce que à titre personnel sur ma série, j'ai une patiente sur environ 300 TQ qui avait une variation anatomique et qu'une branche un peu supérieure, et elle a une insensibilité sur le côté qui est en train de résorber. Et puis, on est toujours obligé de faire un tunnel au niveau tibial pour faire le passage de greffe, et là aussi, on peut s'attraper une branche un peu variable. Donc, l'incision est plus petite, donc on a moins de chances de l'attraper, mais clairement, on peut l'attraper quand même. Pardon. Donc à quoi ça ressemble un tendon quad? C'est un très joli tendon entre le vaste médial, le vaste latéral et le droit antérieur, et on va avoir toute cette zone de tendon qui est largement prélevable. Cette structure, elle est multilamellaire, avec 3 tendons qui se rejoignent en un seul, et quand on va prélever, on va éviter d'aller à travers pour pas aller dans l'articulation, puisque on n'a pas besoin de toute l'épaisseur, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu. Il n'y a pas besoin d'avoir très très épais, parce que le ligament croisé antérieur d'origine est pas si épais que ça, et on va essayer de ne pas faire d'effraction articulaire quand on va prélever notre tendon. Alors les études, je vous ressors les mêmes, parce qu'il y a que ça. Pas de laxité différentielle entre KJ et TQ. La satisfaction des patients est identique. En force, il y a peut-être un peu meilleur sur le tendon quad, mais bref, ça reste marginal. Pour ce qui est des laxités résiduelles, vous voyez qu'on retrouve les mêmes chiffres. Sur les ischios, on a 3 mm de laxité résiduelle en moyenne. Sur le tendon quad, un peu moins. Entre les biais de ces méthodologies et la pertinence clinique, globalement, on peut considérer qu'il y a égalité. Donc l'efficacité, peut-être un meilleur résultat laximétrique, pas de différence en termes de satisfaction, et par contre, une morbidité inférieure sur le prélèvement. Donc au début, quand on commence le TQ, comme je disais, il y avait des chirurgiens qui, par rapport à cette rotule qui est dessinée, l'incision qui était dessinée ici, ça c'était en début d'expérience, moi je faisais 5-6 cm d'incision, qui était déjà bien inférieure aux techniques de reprise ou au Macintosh, certains ont posé des questions, on en parlera plus tard, mais qui faisaient des incisions de 12-15 cm, qui étaient très délabrantes. Aujourd'hui, le résultat clinique, c'est plutôt ça. C'est une incision qui fait environ 3 cm, qui fait la largeur de mon gros pouce. Voilà ce que ça donne à 6 mois. Là, on voit que c'est à 6 mois parce qu'il y a la petite marque sur le genou pour le test isocinétique. Et vous voyez qu'en flexion, c'est supra-patellaire, et donc ça gêne pas pour se mettre à genoux. Et là, on a une patiente de 40 ans à 6 mois qui n'a pas de douleur particulière. La technique de prélèvement, alors je m'épanche un tout petit peu plus que les copains parce que c'est moins connu, donc il y avait besoin de connaître. Là, les EDOP, ils tirent fort, hein. C'est pas un bon moment. Classiquement, moi, j'ai moins d'EDOP que ça maintenant, que je suis en clinique et plus à l'hôpital. Il faut bien dissiser les tissus, donc là c'est une digitoclasie, ça fait un peu peur quand on voit mettre le gros doigt à l'intérieur, mais globalement le doigt c'est ce qu'il y a de plus stérile parce qu'on change nos gants fréquemment et c'est atraumatique, donc on peut décoller les sous-couches. On prélève un bloc osseux de 20 mm, environ 8 cm de tendon, 10 c'est un peu trop,
et on va scier une baguette osseuse sur la rotule. Donc on a un transplant qui est hybride entre un KJ et un ischio, puisque on va avoir de l'os d'un côté, dans lequel personnellement je passe une grosse bandelette de traction pour pas que ça casse la baguette osseuse, et du tendon tout le long qu'on va faufiler, puisque comme on a dit dès le début, c'est une structure multilamellaire, et toutes ces couches, on va les réunir ensemble par un fil de faufilage, qui nous permet aussi d'être un fil de traction pour passer dans les tunnels. Et puis, personnellement, je fais des petites marques au crayon dermographique qui me permettent de savoir à quelle hauteur je vais monter mon transplant dans les tunnels pour avoir suffisamment de longueur de transplant dans les tunnels pour la fixation et suffisamment de longueur intra-articulaire pour remplacer notre nouveau croisé. Donc là, c'est une vue arthroscopique d'un moignon de LCA. Donc là, on a le ligament croisé antérieur qui est rompu. Ça, c'est ce qu'on appelle le remnant, les fibres résiduelles. Là, derrière, caché dans sa synoviale, le ligament croisé postérieur. Ici, on a la face médiale du condyle latéral, et normalement, qui devrait cheminer comme ça, le ligament croisé antérieur qui devrait aller s'insérer là-bas derrière, sur le condyle. Et là, vous voyez qu'il y a un joli trou, il n'y a plus rien, donc on a le résidu de croisé, et on n'a plus rien au fond. Et quand on va passer nos tunnels, eh bien, ce qu'on disait, c'est que le TQ, par rapport au KJ, permet de monter la greffe à travers le reliquat. Donc là, vous voyez une vidéo du reliquat et ma broche guide qui monte et qui passe dans le pied de ce croisé. Et ensuite, je vérifie en extension que on vienne au fond de l'échancrure, qu'on n'ait pas de limitation d'extension. Et sur cette broche guide, ensuite, je vais passer ma mèche pour faire mon tunnel. Ensuite, on a des temps de vérification. On va nettoyer nos tunnels. Donc là, bienvenue dans un os, puisqu'on vient de faire le tunnel de 8-9 mm. Et de l'autre côté, il y a le petit couteau motorisé qui aspire, qui enlève les petits débris résiduels d'os et de pieds de LCA dans l'os. Là, on fait des petites vues articulaires pour être sûr qu'on est au bon endroit, qu'on ne fait pas de bêtises. Et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a passé notre greffe. En bas, vous allez trouver... Désolé, ça lag un petit peu. En bas, on trouve notre pied de croisé d'origine. Et vous allez voir la greffe qui passe dedans. Hop, voilà. Et qui va s'insérer au bon endroit là-bas au fond. Et alors, dans les intérêts de garder le pied du croisé, vous voyez qu'ici, ça fait comme une jupe, comme un joint spi, ou comme une jupe de kayak pour ceux qui aiment ça. Et ça fait joint d'étanchéité pour pas qu'il y ait de l'eau dans le bateau. Et un des problèmes, notamment en post-ligamentoplastie, c'est quand on a des kystes extra-tibiaux, pré-tibiaux, qui viennent en fait de l'articulation et que le liquide articulaire coule le long de la greffe et va faire un petit kyste devant le tibia. C'est pas très fréquent, mais c'est gênant. Et donc là, si on garde le moignon qui est cerclé en rouge et qu'on fait passer notre greffe à travers, bah ça fait un petit joint d'étanchéité et ça aiderait aussi à l'intégration de la greffe. Protocole de rééduc. Eh ben c'est presque comme un KJ, avec peut-être moins de douleur antérieure au début. Il va y avoir un travail de massage et de décollement de la cicatrice, rien de très spécifique, ça vous le connaissez. Si le chirurgien il est élégant et qu'il ferme bien tous les fascias entre la zone de prélèvement et la peau, il n'y a pas d'adhérence, jamais. Il y a peu de flexum liés aux IJ à la tension des ischio-jambiers en post-opératoire, parce que les ischio-jambiers, on les a pas irrités. Comme on les a pas prélevés, on les a pas irrités, donc il y a moins de flexum lié à cette contracture des ischio-jambiers. Et l'antalgie post-opératoire, et donc le respect de l'indolence pendant la kinésithérapie, c'est fondamental pour éviter d'entretenir la sidération du quadriceps. Mes amis les ischios, pourquoi j'ai pas envie de les prélever? Alors là, il y a rien qui est prouvé dans la littérature. Les ischio-jambiers, ils sont fléchisseurs de genoux, ils tirent en arrière, ils réduisent le tiroir antérieur, donc ils protègent la greffe du croisé. C'est peut-être une explication à la distension secondaire de la greffe quand on prélève les ischio-jambiers. J'en sais rien du tout, c'est scientifiquement pas prouvé. Mais voilà, moi, personnellement, ça m'embête de prélever un truc qui tire sur le plateau tibial, qui ramène le tibia en arrière, alors que ce qu'on veut faire avec notre croisé, eh ben, c'est de le tenir dans cette position-là. Donc, voilà, j'aime pas prendre les ischios, pas trop, même si ça marche très bien, puisque je le fais de temps en temps, notamment sur les reprises, et je touche du bois, pour l'instant, des reprises de TQ, j'en ai eu que 2, mais ça va venir malheureusement, comme tout le monde, hein, les statistiques ne mentent pas. Les ischio-jambiers, c'est le premier verrou du genou. Un genou douloureux, il va se fléchir sous l'action des ischio-jambiers, et ces muscles, ils se tétanisent. Et comme ils se tétanisent, on a du mal à les faire tendre. Je reprends les travaux du groupe Santi, puisque ça a été bien décrit, et eux-mêmes, ils ont repris des travaux qui étaient faits dans d'autres pays.
c'est le premier verrou du genou, et il faut absolument le lever. Et tant qu'on n'a pas l'extension complète, tout n'est que catastrophe, tout n'est que complication, on peut rien faire. Ceux qui commencent à faire des squats alors qu'ils n'ont pas d'extension, juste parce qu'ils sont hyper inquiets de la myotrophie de leur quadriceps, c'est une catastrophe parce qu'ils ne progresseront jamais. Et les ischios, pour les faire se détendre, il faut pas tirer dessus, il faut pas forcer dessus, et il faut pas faire de co-contraction quad-ischio-jambier. L'écrase-coussin, il faut le bannir, c'est dans tous vos bouquins de kiné, il faut arrêter cet exercice, c'est un mauvais exercice, il a plus rien à faire dans vos exercices au quotidien, surtout quand il y a un flessum. Il faut fatiguer les ischios, donc il faut travailler les ischios de manière isolée, il faut les fatiguer, donc avec des contractions surtout isométriques, parce que les contractions isométriques, ça permet de recruter toutes les fibres des ischio-jambiers, donc de les fatiguer à vitesse grand V. Mon exercice favori, c'est le contracté-relâché à plat ventre, avec des flexions contrariées à 90 degrés pendant 25 secondes, on relâche le pied, ensuite on passe à 70 degrés, on relâche le pied, ensuite on passe à 50 degrés, et ainsi de suite, jusqu'à aller vers l'extension complète. Le patient, dès qu'il est en contraction contrariée isométrique, il va sentir ses ischios qui vont flamber à vitesse grand V en 20-25 secondes, il peut plus tenir. Et là, comme par magie, c'est le moment où on passe presque pour un demi-dieu en consultation alors qu'on fait rien de très malin. C'est quand le patient il a fait 1 mois d'écrase-coussin chez le kiné et qu'il a toujours son flessum, que moi je passe 2 minutes à plat ventre sur ma table d'examen en consultation et qui ressort avec l'extension complète. Donc ça c'est assez fantastique. Alors là, tu nous fais un carnage là. Tu dénonces. Mais c'est vachement important. On va en reparler juste après avec tes collègues. Mais c'est quand même j'ai la sensation d'une révélation. Je te laisse finir, pardonne-moi. Oui, pas de problème, mais c'est intéressant. Et ça, moi j'ai rien inventé. C'est simplement on m'en a parlé. J'ai bossé avec Johan Cazin. Je suis allé écouter Johan Cazin, kiné notamment de l'Asvel, l'équipe de basket de Villeurbanne pour ceux qui sont pas très branchés. Qui est un super kiné, qui réfléchit à plein de trucs en même temps et qui m'a ouvert les yeux sur le travail isométrique. Et depuis que je fais ça, mais c'est juste fantastique. Et l'avantage quand on prend de l'appareil extenseur, que ce soit KJ ou TQ, on n'a pas d'appréhension à tirer sur les ischios comme des ours, parce qu'on les a pas prélevés. Donc on va pas les fragiliser, on n'a pas peur de les faire claquer. Et après, il y a les douleurs antérieures. Donc là, le SDR, le syndrome douloureux rotulien, et c'est là où il y a un biais, c'est que les douleurs antérieures en barre que vont décrire les patients devant la rotule, elles coïncident avec la zone de prélèvement, que ce soit du KJ ou du TQ. Et c'est pas le prélèvement qui fait mal, c'est simplement l'amyotrophie du quadriceps qui augmente les pressions antérieures fémoro-patellaires et qui crée un syndrome douloureux rotulien antérieur. Et ça, dès que le quad il va augmenter en puissance, ça va disparaître. Donc il faut le savoir, il faut pas avoir peur. Et finalement, qu'est-ce qui crée le plus de problèmes? Qu'est-ce qui ralentit le plus la progression? C'est la peur de l'inconnu, le regard du kiné, le regard de l'ostéo, le regard des copains. Oh, mais pourquoi il t'a fait un KJ? Mais pourquoi? Oh là là, mais ça c'était ancien. Et pourquoi c'est quoi cette cicatrice? Pourquoi il a fait un TQ? Et donc ça, c'est l'incompréhension. Alors qu'en fait, c'est faux. Il faut juste connaître. Et donc les kinés avec qui je bosse, et je salue Benoît Villy qui est là aujourd'hui, Thomas Spinardi ou les kinés, toute l'équipe de la clinique du Parc, qui sont les kinés avec qui je bosse beaucoup à Lyon, et Emmanuel Attia, ils connaissent bien mes techniques au tendon quad parce qu'ils rééduquent beaucoup de mes patients, et clairement après 1 an, 2 ans à les avoir suivis, ils me disent ouais c'est clair qu'au début on se posait la question, puis aujourd'hui clairement du moment qu'on est cool ça se passe bien quoi. Donc le lien de confiance, et c'est pour ça que nos webinars, nos EPU qu'on peut pas faire, c'est très important, c'est que on vous informe, on s'informe mutuellement, que vous nous posez des questions, que vous nous appreniez aussi votre retour terrain, et qu'on puisse échanger entre professionnels pour qu'on ait un lien de confiance que le patient ressent, et c'est ça qui fait qu'à la fin, il a un bon résultat. Donc je vous remercie, et on est dispo pour les questions. Je vais arrêter ce partage d'écran. J'essaie de retrouver la vidéo initiale. Hop. Et voilà. Donc on est dispo pour toutes les questions. J'espère que ça a répondu à vos interrogations sur le TQ qui est moins connu, et qui remonte en flèche dans les indications parce que c'est un super prélèvement qui jouit malheureusement d'une mauvaise réputation parce que il était surtout utilisé en reprise et en re-reprise. Donc on se disait ouais, je connais quelqu'un, il a eu un tendon quad, la rééducation a été dure, mais c'est un biais. C'est pas que c'était dur, c'est simplement que c'était déjà rompu le croisé 3 fois. Forcément que c'était dur. Alors, moi, j'ai la sensation quand même qu'on on attend avec impatience la présentation de Thibaut, mais se posera vraiment la question du choix. Hein, c'est-à-dire
on est confronté à un patient, on vous l'envoie, on communique avec vous, et quelles seront les grandes orientations qu'on pourra donner, quelles seront les explications qu'on pourra donner aussi à nos patients. Mais ça, peut-être on finit avec Thibaut et on fera une espèce de synthèse entre vous. Je pense que ça sera très porteur. Ouais, tu as raison Fred, parce que je pense que on demandera après à Alex, à Mathieu et à Jérémy s'ils font tout le temps ça. Ils sont des ayatollahs de ça, et je n'ai pas l'impression. Réponse après. Voilà, on parlera de ça. Hop, donc je partage mon écran. Tu me dis si ça marche. Ouais. Hop. Là, c'est bon ? Parfait. Bon, l'idée, c'était, on a parlé de la greffe intra-articulaire, un ligament seul au milieu d'un genou. Peut-être pas, en fait. Quand on se blesse le croisé, ben, on se casse le ligament au milieu du genou, mais peut-être qu'on se blesse aussi les structures latérales. Ça peut être le ligament collatéral médial, ça peut être le point d'angle postérolatéral. Il ne faut pas juste regarder la partie émergée de l'iceberg, mais essayer de voir ce qui se passe à côté. Notamment les structures méniscales, hyper important pour le devenir articulaire du genou, pour limiter l'arthrose, et puis aussi pour la stabilité. Les ménisques qui participent à la stabilité. Et puis il y a quelque chose qui est important, et ça vous êtes encore plus au fait que nous, c'est vraiment l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'on leur dit, quand ça casse dans le genou, ben souvent ça casse un peu là-haut, parce que c'est un vrai traumatisme dans la carrière d'un sportif, qu'il soit pro ou amateur. Et puis il y a ce ligament antérolatéral dont vous avez entendu parler. Alors il a plusieurs acronymes, on parle de ligament antérolatéral, de ligament capsulaire latéral, de plastie antérolatérale, antirotatoire, extra-articulaire, ténodèse latérale. Tout ça, c'est le même principe, c'est-à-dire se dire qu'il s'est passé quelque chose en dehors de l'articulation, en antérolatéral, au moment de cet accident sportif. Alors pourquoi ? On va faire les choses dans le sens inverse. Pourquoi ? Parce que peut-être que nos résultats cliniques de ligamentoplastie intra-articulaire isolée, ils ne sont pas faramineux, il faut qu'on arrête de faire les coques. Qu'en biomécanique, il se passe quelque chose en périphérie du genou qu'on n'arrive pas à contrôler avec quelque chose à l'intérieur du genou tout seul. Et puis l'anatomie, back to the anatomy. On fait, vous voyez, un peu dans l'autre sens, puisque la publication anatomique, elle est assez récente. Sur les résultats cliniques, ça a été dit, il faut juger nos résultats sur quoi ? Sur la re-rupture. C'est pas fou, hein, il y a quand même 5 à 10% de re-rupture. Dans les populations à risque, c'est-à-dire les moins de 20 ans, sport pivot contact, ça peut aller jusqu'à 28% avec les références que vous voyez en dessous, c'est énorme. Et puis, il faut juger aussi nos résultats sur le retour au sport. Alors, dans la littérature, parfois, c'est un peu compliqué de démembrer quel taux de retour avec ces études-là. Mais si on regarde cette méta-analyse de Harden sur plus de 6000 patients, on se rend compte qu'il y a 63% des patients qui retournent au sport au même niveau. Donc, ce n'est pas non plus faramineux et tout le monde ne reprend pas comme Antoine Dupont avec ce niveau magique. Et puis, sur les scores fonctionnels, aussi, si on analyse la littérature et la littérature scientifique de qualité, faites attention à chaque fois quand les gens vous présentent des topos ou des machines qui sont censées être révolutionnaires, qu'à chaque fois, ce qui vous soit présenté, c'est la littérature scientifique de qualité. Je vais avoir cette lecture critique des articles qui vous sont présentés. Sur ces articles de l'OJSM, seulement 25% des patients sont classés IKDCA. Seulement un quart de nos patients vont très bien dans la littérature après les ligamentoplastie antérieure. Donc, on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que biomécaniquement, il faut se porter en périphérie du genou pour gérer le problème rotatoire. Notre ligamentoplastie à l'intérieur du genou ne va pas tout gérer, notamment ce qui se passe en rotatoire. Si je sectionne le ligament croisé antérieur seul, je ne gère pas cette instabilité rotatoire. Je ne génère pas d'instabilité rotatoire. Et si je veux protéger ma plastie intra-articulaire, protéger la rotation, contrôler la rotation interne, il faudra probablement que je fasse une plastie antérolatérale. C'est le principe clinique du JER test. C'est-à-dire que quand vous faites votre testing ligamentaire, vous allez tester le plan sagittal, l'instabilité sagittale, c'est notre fameuse rupture du ligament croisé. Et puis, on va se porter en périphérie avec le JER test, où on va mettre le patient en valgus rotation interne et de la flexion à l'extension. On va réduire la subluxation de l'articulation latérale. Et c'est ça, en fait, la mise en évidence clinique qui s'est passé quelque chose en extra-articulaire. Et puis l'anatomie, c'est cette publication que vous voyez à droite, publication de nos collègues belges qui a été faite en 2012 avec le nouveau ligament, un nouveau ligament qui avait été décrit. Vous voyez, ça c'est des belles publications dans le journal Anatomie, mais il y a des publications qui marchent encore plus. Quand vous publiez dans le Figaro Santé, je peux dire, ça fait le buzz. Alors ça fait le buzz et franchement, ils ont très bien fait parce que c'est une belle publication.
mais c'était une histoire ancienne. On savait qu'il se passait quelque chose en antérolatéral. On le savait depuis la fin du 19e avec cette fameuse fracture de second. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est cette petite chips que vous voyez ici en antérolatéral, cet arrachement osseux qui signe le fait qu'au moment de l'accident, il y a eu un arrachement antérolatéral. Et tout ça, c'est français. Ça a découlé ensuite sur la plastie de Lemaire, qui aussi est français, donc cocorico. Les aspects techniques, je passe très vite. Tout ça pour dire que l'équipe du docteur Bertrand Sorné-Cotet, Jean-Marie Fayard, Mathieu Tonat a beaucoup publié sur cette plastie, avec ici leurs aspects techniques. Ça, c'est mes aspects techniques, avec ces petites cicatrices que vous verrez en latéral, parfois un peu plus grandes pour pouvoir faire l'hémostase des fameux vaisseaux de Lemaire. Sur les radios, vous pouvez voir plusieurs modes de fixation. Vous dire, pourtant, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul ligament, dont 2 modes de fixation. Non, parfois, il y en a un peu plus. Là, il y a une vis dans le tibia, un bouton sur le fémur et un autre bouton sur le tibia qui permet de faire la plastie antérolatérale. Les indications, classiquement, on disait que c'était le moins de 20 ans, le sport pivot, le ressaut explosif, la grande laxité, voire même les lésions méniscales, parce qu'on a dit que ça protégeait en intra-articulaire. Et en fait, on se rend compte que ces indications, elles sont de plus en plus fréquentes pour éviter la sortie de route. Et ça donne des très bons résultats. Et vous voyez là, ces 3 études de l'équipe du docteur Bertrand Sorné-Cotet. Ça permet de protéger la plastie intra-articulaire. Ça permet de protéger et d'augmenter le taux de cicatrisation des ménisques. Et ça permet de diminuer le risque de re-rupture. Donc très clairement, cette plastie antérolatérale, et puis on interrogera les 3 copains après, cette plastie antérolatérale permet d'améliorer la stabilité de notre genou, mais de préserver le devenir articulaire sur les ménisques, d'éviter la re-rupture. Et qu'est-ce que ça va impliquer en kiné? Eh bien, mine de rien, pas de modification du protocole. C'est-à-dire que, encore une fois, l'équipe lyonnaise avait publié, il n'y a pas de complications spécifiques à rajouter une plastie antérolatérale. Il y a cette cicatrice latérale qui peut être un peu plus grande. Moi, je fais une petite cicatrice, comme je disais, pour éviter l'incarcération du fascia lata, pour être sûr du bon positionnement anatomique de ma plastie et pour faire l'hémostase. Parfois, quelques raideurs en flexion. Alors, ça peut être aussi un défaut de pose. Peut-être que le tunnel fémoral n'est pas au bon endroit. Voire même, ça c'est un cas personnel, des douleurs sur l'épicondyle latéral où ma vis n'était pas assez enfoncée et en entraînait en fait un syndrome du fascia lata iatrogène avec une irritation et on a retiré cette vis. Donc voilà, c'est une plastie qui est de plus en plus fréquente et on va pouvoir en discuter. L'objectif du topo, c'était d'être assez Tu as coupé ton micro, Thibaut. Ah bon? Non, c'est bon, ça y est. Parfait. Alors. Dis-moi, Fred, s'il y a des questions. Sinon, moi, j'ai des questions pour les copains. Non. Moi, j'ai une question. Vas-y, Fred. Non, vas-y. Moi, j'ai une question. Vous nous avez pas du tout parlé des allogreffes. Est-ce que certains les font, je le pense, et est-ce qu'il y a des contre-indications sur certains types de chirurgie de faire des allogreffes? Voilà, Alexandre en avait parlé en premier. Ouais. Alors donc, juste pour revenir aux allogreffes, en ligamentoplastie primaire, c'est 3 à 4 fois plus de re-rupture. Donc aujourd'hui, moi, je n'en fais pas du tout et je le déconseille. Les amis, Pareil. Thibaut a disparu? Non, je suis là. Ah, d'accord. Par Alexandre au début, ouais. Non, sur la place des allogreffes, vraiment, c'est sur les lésions multiligamentaires, les luxations du genou, où là, il va falloir avoir beaucoup de transplants, d'en mettre dans tous les sens sur le genou, et éventuellement pour les plasties associées, notamment pour tout ce qui est le plan externe. Là, on peut avoir intérêt à prendre un peu d'allogreffe si c'est trop de transplants, mais globalement sur du LCA isolé. Ça, c'est la vraie raison, c'est ça, sur le plan de la rupture. Et après, il y a une raison de coût qui fait que ça change tout, notamment aux États-Unis ou en France. C'est que en France, les allogreffes, l'allogreffe en elle-même, elle est remboursée, mais pas son transport. Et comme la banque de tissus vient de Clermont-Ferrand ou de Marseille, le transport dans un VSL avec une glacière à l'arrière, ça coûte tellement cher que de toute manière, c'est prohibitif et c'est interdit de le facturer aux patients. Et ça coûte plus cher que toute la prise en charge du patient lui-même. C'est pour ça que c'est une grande difficulté d'avoir accès à ces greffons, notamment en clinique, quand on doit faire des reconstructions multiligamentaires. C'est assez compliqué.
Et quid aussi des lésions associées, des lésions de ménisque et des lésions d'autres ligaments, comme tu l'évoques, Jérémy, à l'instant. Est-ce que les lésions associées vont motiver telle ou telle greffe de LCA? Alors, pas le type de greffe pour moi, mais par contre, la plastie antérolatérale, oui. Pareil. Exactement. C'est le principe du traumatisme global, c'est-à-dire que c'est le ligament, c'est cher à Monsieur Colombet, le ligament, c'est un des maillons de la chaîne. Et après, il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Il faut gérer le traumatisme global, l'aspect psychologique, les lésions méniscales, la plastie antérolatérale. Peut-être que on va demander aux copains, à Alexandre, est-ce qu'un patient qui s'est blessé le ligament croisé et le ligament collatéral médial, qui a cicatrisé sur le ligament collatéral médial, est-ce que tu restes sur les ischio-jambiers? Est-ce que tu changes ta plastie intra-articulaire? Alors, je sais que c'est une question qui est assez fréquente et qui fait modifier l'indication de type de greffe pour certains chirurgiens. Moi, je ne change pas d'indication sur une cicatrisation du plan médial. Après, s'il y a une atteinte grade 3 du plan médial, dans ce cas-là, je me sers des ischios au contraire pour réparer le plan médial. Mais la cicatrisation du plan médial, pour moi, n'est pas une contre-indication à l'utilisation des ischio-jambiers. Je change ma greffe personnellement sur les dysplasies fémoro-patellaires. Quand c'est pour ça que la radio a toute sa place. La radio est vraiment fondamentale. On n'oublie jamais d'avoir des radios de genoux pour savoir de quoi on parle. Et donc j'ai une patiente l'autre jour qui avait une toute petite rotule. Donc clairement, pour l'instant, j'ai jamais eu de fracture de rotule sur mes prélèvements et j'aimerais vraiment que ça continue. Et donc elle avait une toute petite ligament croisé des doigts. Et ouais, je voulais pas prendre de risque. Et donc je lui ai fait une technique aux ischios. Donc pour le coup, je te rejoins Alex sur tout ce que tu as dit. Quand je fais des ischio-jambiers, j'en fais une quinzaine, vingtaine par an. Je fais des DT3, DI2, donc je laisse pédiculer le demi-tendineux, je le replie en 3 fois sur lui-même. Le DI, je le garde en une seule grande longueur et j'en profite pour faire le retour externe avec le DI d'emblée. Alors, là vous êtes, vous parlez entre vous de technique. J'aimerais bien. Hein, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu abscons pour nous aussi. Hein, il faudra un webinaire complet pour en parler. Hein, oui, ça sera peut-être l'objet, mais là, si on voulait bien, on va reprendre quelques questions quand même des internautes parce que c'est important. Bernard, tu as pu sélectionner ou bien on voit celle de Béatrice chez l'adolescente de 17 ans avec une rupture LCA associée à une luxation rotilienne. Quelle technique de reconstruction du LCA préconisée? Alors, ce sont des cas d'espèce, mais bon, il faut répondre aux questions et j'aimerais bien après qu'on survole aussi les préconisations que vous donnez à vos kinés, encore une fois, pré- et post-opératoire, parce que c'est vraiment ça le plus important par rapport à ce webinaire en tout cas. Alors sur la question de la luxation et de la rupture du croisé, c'est très très rare et après il faut juste savoir quelle est la plainte de la patiente. On opère une fonction, donc soit elle se plaint d'instabilité du genou en lien avec sa rupture du croisé, soit elle se plaint d'instabilité fémoro-patellaire. C'est très très rare, ça ne m'est jamais arrivé de gérer les deux problèmes en même temps. C'est pour ça qu'il faut savoir interroger ces malades. Bernard ? Oui, j'ai une question. Là, on voit 17 ans. Vous considérez qu'on peut opérer à partir de quel âge des LCA? En dehors des athlètes de haut niveau, mais chez des jeunes, est-ce que vous voulez attendre jusqu'à 13, 14 ans, etc., ou vous fixez une limite en fonction de la puberté? Je vais répondre. 8 ans. Pour le plus jeune, opéré dans la série, quand on a revu récemment tous les croisés pédiatriques opérés en France, ça a été 8 ans, l'âge le plus jeune. On sait qu'aujourd'hui, ne pas opérer une rupture du croisé antérieur chez un enfant, c'est dramatique pour ce qui est de la préservation méniscale. Un enfant, c'est un sportif de pivot contact jusqu'à preuve du contraire. Aller demander à un gamin de ne pas aller chamailler dans un préau, de ne pas faire n'importe quoi, de se rouler, etc., c'est impossible. Il aura des accidents d'instabilité et on sait que si on ne le stabilise pas, il va avoir des lésions méniscales secondaires qui vont apparaître si on lui refait des IRM régulièrement. Donc aujourd'hui, on a des techniques fiables, reproductibles pour stabiliser le croisé de l'enfant, même si le taux de rupture est encore plus important que chez l'adulte à cartilage de croissance fermé. Néanmoins, il faut les opérer s'il y a des lésions méniscales ou s'ils ont un deuxième épisode d'instabilité. Ça ne se discute plus parce que le taux d'arthrose secondaire sera catastrophique et il faut préserver ces genoux pédiatriques. Quels sont vos critères aussi de reprise de l'activité
kinésithérapiques, hein, pas de sport, hein, parce que ça c'est en accord avec le chirurgien, avec le kiné, j'imagine, mais le kiné doit avoir des critères aussi de reprise d'activité, de renforcement musculaire ou bien d'intensité de la rééducation. Quels sont vos critères à vous en fonction des différentes greffons que vous aurez pu faire? Est-ce qu'il y a des critères d'abord? Est-ce que c'est uniquement lié à la récupération propre du patient, ou est-ce que votre technique a une particularité qui fait que il va falloir attendre peut-être une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 mois, je sais pas? Il faut pas que le patient ait mal. Je me permets de répondre tout de suite. C'est la base de tous les efforts, c'est de pas avoir mal. Je prends l'exemple typique d'une patiente qui était prof de sport, qui voulait absolument aller en centre de rééducation, qui était dans un centre de rééducation, qui était pas très branché sportif de base, qui faisait plutôt de la prothèse et ainsi de suite. Ils se sont acharnés sur elle. Au bout d'un mois et demi, elle avait fait 0 progrès. Elle était à 0,090. Elle avait un quadriceps encore amyotrophié et elle avait un genou encore inflammatoire et gonflé. Tout ça parce qu'en fait, elle a commencé à forcer sur son genou tout de suite. Alors, personnellement, j'aime bien laisser une semaine, 10 jours cool pour laisser refroidir le genou et ensuite commencer la kiné avec comme objectif numéro 1 l'indolence, objectif numéro 2 l'extension, objectif numéro 3 la flexion à 110-120 degrés, objectif numéro 4 on attaque le muscle. Et si on se court dans l'ordre, on n'avance pas. Tu peux répéter ton rythme absolument. Ouais. Petit 1, pas mal. Petit 2, petit 2, souplesse avec extension d'abord, flexion, et ensuite musculation. Pourquoi? Parce que c'est les délais de non-retour. En fait, la douleur, si on la traite pas tout de suite, on a mal tout le temps. Ensuite, l'extension, si on la récupère pas dans les 2 à 3 premiers mois, on a un cyclope, il va falloir opérer. Si la flexion, on l'a pas au bout de 4 à 5 mois, si on n'a pas au-delà de 110 degrés, 120 degrés, au-delà de 4 à 5 mois, pareil, il y a les rampes latérales condyliennes qui vont s'enraidir, qui vont s'accoler, et la flexion, ensuite, on aura du mal à la récupérer. Donc là, il faudra envisager des arthrolyses arthroscopiques. Et la musculation, on a combien de temps? On a toute la vie. Du muscle, on fait quand on veut. Non, mais c'est très clair. Au moins, ça nous donne des critères. Et peut-être question provocatrice pour nos confrères, mais vous êtes bien placé pour nous le dire. Manuel ou avec appareillage? La rééducation. Est-ce que on doit mettre les mains pendant un temps et après on passe la main, si j'ose dire, à de l'appareillage, c'est-à-dire à des isocinétiques ou je ne sais quel appareil de renforcement ou d'assouplissement, ou on peut attaquer d'une façon double, appareil et manuel, ou bien que appareil? J'y vais. Vas-y. Ça dépend. L'appareil, c'est un outil. C'est pas un kiné. Le kiné, c'est vous. Non, mais j'aime que tu l'entends, que tu le redises. C'est ça qui est intéressant. Si c'est pour pouvoir jeter un patient sur un appareil et s'en aller, le patient, lui, va laisser son genou sur le Kinetech, faire du Instagram, et puis il va rien se passer, quoi. Si l'outil vient accompagner le travail, si ça vient en complément, si ça vient améliorer la prise en charge, oui. Si c'est juste pour se libérer du patient et se libérer du temps, non. Ok, Pour le coup, le Kinetech, ça a été évalué et c'est plus recommandé dans la prise en charge post-opératoire, post-ligamentoplastie. Tout à fait. Je vais dire la même chose et de mon expérience personnelle. Après un croisé, vraiment, le temps précoce, c'est absolument pas autant de la réathlée, du renfort musculaire. Il est autant de la récupération douce des amplitudes, notamment le travail du flexum dans le premier mois, le travail très prolongé de la récupération de la flexion qui se fera dans la majorité des cas sur les mois et qui va s'étaler sur la récupération d'un schéma de marche. Et ça, c'est pas une machine, c'est un correcteur humain. Jusqu'à ce qu'on trouve des machines capables de faire à tous notre rôle et de ces patients. Non, c'est très clair. La prise en charge, elle est manuelle et humaine. Et absolument pas sur la machine dans un premier temps. Quand on passera sur un programme de réathlée de renforcement musculaire, bien entendu, vous pouvez pas nous servir de presse. Certains oui, mais vous pouvez pas suppléer la machine pour que le regain de masse. C'est clair. Est-ce que vous pensez qu'il y a des exercices spécifiques qui peuvent être utiles ou qui sont possibles pour préparer un ligament au sport? Voilà, comme on peut échauffer un petit peu un muscle, est-ce que vous pensez que de créer des petites tensions au niveau du ligament en fonction des exercices, c'est utile pour une prévention du ligament croisé? Tu veux dire une prévention de la blessure?
Oui, une prévention de la blessure. Le FIFA+. Voilà. Alors, Ou est-ce qu'on parle que de proprioceptivité, que de musculaire, etc. En fait, là-dessus, Bernard, il y a déjà des équipes scandinaves qui ont beaucoup bossé avec leurs équipes de ski au départ sur des programmes de prévention. Donc, c'est des véritables programmes. Et il y en a un qui est disponible sur Internet qui s'appelle FIFA 11+, et qui, en fait, donne plusieurs exercices, notamment sur les ischios, avec des programmes qui sont nordiques à la base et qui maintenant sont de plus en plus répandus. Et sur les tests de pré-saison, ils sont pas mal utilisés par les clubs pro. Ouais. Avec une diminution de l'incidence de la rupture du croisé rapportée jusqu'à 50%. Hein. Donc c'est vraiment efficace et démontré. J'ai une question aussi. Si vous décidez de ne pas opérer un ligament croisé qui a eu une rupture pour telle ou telle raison, est-ce que dans la rééducation, vous pensez qu'il faut laisser quand même un petit flexum ou est-ce qu'il faut absolument réduire le flexum? Réduire. Il faut tout réduire. Et puis tu sais, même Bernard, avant, il y avait des patients qui sont hyper laxes et même quand ils étaient opérés, on leur disait c'est peut-être pas mal de garder un peu un flexum ou en tout cas d'avoir une extension à 0 pour éviter, tu vois, l'effet coupe-cigare de l'hypertension sur la plastie. Donc, ça avait été publié. Et puis là, maintenant, il y a de nouvelles publications qui disent non, il faut récupérer sa physiologie, c'est-à-dire son récure à 10 degrés, parce que c'est comme ça qu'il est fait fonctionnellement. Donc, c'est comparatif. On regarde le genou 10 sain et on doit récupérer la même physiologie. Exactement. D'accord. Un geste sportif, il peut pas être abouti si on n'a pas l'extension native du genou qu'il était avant. Que ce soit pour un effort de shoot pour un buteur, que ce soit pour une danseuse quand elle va aller chercher une hyperextension, une pointe, on doit récupérer l'anatomie initiale. Nous, notre objectif, c'est de faire des plasties en bonne position, suffisamment solides, et je pense que le débat est aujourd'hui, on va le dire, toutes les plasties valent quand elles sont bien faites. Il y avait une super question dans la liste par une de nos collègues qui nous disait est-ce que vous ne croyez pas que la recrue, c'est pas parce que on a mal fait les tunnels au fémur et au tibia? Évidemment oui. Évidemment oui. Et on lui a tous répondu la même chose. On dit évidemment, c'est d'abord une faute technique, la rupture. C'est par exemple des gens qui font des tunnels transtibiaux, c'est-à-dire qu'ils font des tunnels, en fait, ils font un tunnel dans le tibia et après ils vont tout droit pour faire le tunnel au fémur. Et ils fixent leur plastique comme ça. Alors c'est très joli sur une IRM à 1 an, mais en fait ça stabilise absolument pas le genou de manière anatomique. Donc oui, c'est vrai. Et la deuxième cause de rupture, c'est qu'on prend pas en charge, comme Thibault l'a dit, les lésions aussi. Il y a des gens qui voient rupture du LCA, on refait le LCA. Rien à faire du reste. C'est-à-dire que les lésions méniscales, ils vont à peine les voir ou pas les réparer. Le ligament antérolatéral, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on sait qu'une rupture du LCA, c'est 100% d'atteinte du ligament antérolatéral. Aujourd'hui, moi, pour être honnête, mon croisé, c'est 98% de ligamentoplastie plus 100% du ligament antérolatéral. Ouais, c'est un peu plus chiant à faire. Ouais, c'est un peu plus long. C'est un peu plus rigoureux techniquement. Mais si c'est pour éviter que le croisé répète, et il y a même pas à se poser la question. Alors, chers amis, c'était une présentation qui devait durer 40-45 minutes. On en est à 1h20 pour notre plus grand plaisir, mais c'était prévisible avec des lascars comme vous. Donc nous, on est ravis. Mais là, il va falloir un petit peu arrêter. En revanche, il y a une chose importante, c'est que vous avez beaucoup communiqué sur le chat et je vous en remercie, tout un chacun. Est-ce que vous autorisez de quelque manière que ce soit ou quels moyens vous pouvez donner pour que nos amis, nos confrères kinés puissent avoir le maximum de précision et d'informations? Vous êtes sur Bordeaux, sur Lyon, sur Paris. Alex, tu es sur Paris à la clinique du sport avec des confrères. Jérémy à Lyon, vous êtes à Bordeaux. Mathieu et Thibault. Quels sont les meilleurs moyens pour communiquer avec vous pour les questions spécifiques? Mail. Ok. Donc, ouais. Je le donne maintenant. Ça, vous l'aurez tous. Voilà. Voilà, si vous, c'est à vous d'autoriser. C'est pour ça que je vous le demande. Hein, c'est normal. Un mail et comme ça, ils peuvent voir avec vous. Il faut le staffer, comme ils disent, avec vous. Hein, ça peut être intéressant pour les. Et donc justement, aller vers vous pour évoquer le patient. Comment vous envisagez son opération? Comment vous envisagez la rééducation? Comment vous envisagez la chose globale? Comme ça, on renseigne au mieux nos patients et on les accompagne avant, pendant et après. Et est-ce qu'on peut assister à vos opérations? Oui. On en reçoit beaucoup à Bordeaux et c'est vraiment super, vraiment. C'est important. Ouais.
parce que j'ai assisté avec Alex, je pense que tu connais Johan Bohu, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Avec Bruno Lévy aussi, avec Johan. Voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que oui, avec tout ce qui est Covid, c'est compliqué. Personnellement, il y a des étudiants kinés qui viennent à la clinique et je les accueille quand même au bloc parce que je considère que l'éducation, la transmission ne doit pas s'arrêter au Covid. C'est pour ça qu'on fait ces webinaires. C'est parce que c'est insupportable d'arrêter la progression et la transmission de la connaissance, le partage et les liens humains. Donc pour l'instant, les extérieurs, les faire venir à la clinique, ce serait quand même très mal vu. Mais sinon, clairement, tout le monde est bienvenu. On va faire d'autres webinaires encore plus chirurgicaux pour ceux que ça peut intéresser, parce qu'on peut évidemment pas mettre tout le monde en salle de bloc. Mais voilà, donc il y aura d'autres rendez-vous qu'on vous proposera sur Internet. Christophe Villeneuve parle de la clinique des Mossins, clinique Nolay, effectivement. Il y a beaucoup d'interactions qui peuvent être menées avec beaucoup de vos confrères. Et ça, c'est vraiment top. Et là, on tenait vraiment à vous remercier ce matin d'être là. Et effectivement, il y aura un replay. Si vous avez loupé tout ou partie de ce webinaire, il y aura un replay et qui sera accessible sur le site de Vous-Kiné. N'est-ce pas, Bernard? Parfait, oui, effectivement. Donc, ouais, moi, je tiens vraiment à vous remercier tous parce que il y a vraiment eu une belle clarté de tous vos propos, des belles précisions apportées pour toutes ces plasties. Donc, merci à tous les quatre. Je pense qu'on refera des webinaires sur ce type de sujet. Et pour nos internautes, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On vous retrouve la semaine prochaine, le 25 novembre. On a un nouveau webinaire sur on fait quoi avec le Covid et nos patients. C'est le docteur Kierzek, qui est un imminent urgentiste à l'Hôtel Dieu, qui interviendra. Donc voilà, comme tu l'as dit Fred, il y a nos replays sur le site Vous-Kiné. Donc voilà, moi je vous dis merci beaucoup à tous et à tous nos internautes aussi. Et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas juste à vous faire aux internautes. Hein, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions de thématiques de webinaire. Ça sera vraiment avec plaisir qu'on fera les thématiques. On va faire certainement Covid la semaine prochaine, ça c'est sûr, avec Kierzek, et probablement la place de la kiné respiratoire actuellement en période de Covid et pour la pédiatrie, assez importante pour les kinés. Mais vous qui n'avez pas d'enfants, vous pouvez pas comprendre. Chers amis, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Allez, et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à tous. Bye. On va retrouver nos gosses.